La Californie est l'État le plus riche des États-Unis. Pourtant, dans la banlieue nord de Los Angeles, c'est une scène à peine croyable qui se reproduit chaque semaine. Sur ce parking, 3000 voitures patientent pour une distribution alimentaire géante. Tout le monde est prêt? Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Vous êtes prêts? Ok, on y va. À cause de la crise sanitaire, des millions d'Américains ont perdu leur travail et n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Vous pouvez ouvrir le coffre? La distribution est ouverte à tout le monde sans condition de ressources. Chaque famille reçoit 3 cartons de denrées alimentaires. Rangez-vous sur 3 lignes. Juste de quoi tenir une semaine pour 4 personnes. Avancez. Amy est aux commandes de cette logistique, réglée au millimètre. Ce qu'on a ici, ce sont des fruits. On distribue des prunes, du raisin, des oranges. On donne aussi du poulet congelé. En tout, il y en a pour 9 kilos de produits surgelés. Ils reçoivent également une boîte de masques. Parce que les familles pauvres, elles n'ont même pas assez d'argent pour s'acheter des masques. C'est pour combien de personnes? Combien de familles? Juste une? Ces Américains de la classe moyenne ont basculé dans la pauvreté, du jour au lendemain. J'avais 2 travails, l'un dans la restauration et l'autre dans une station-service, mais je les ai perdus à cause du Covid. Et j'ai 4 enfants à nourrir. On a entendu dire qu'il pourrait arrêter les allocations chômage. Donc on se prépare au pire. Plus surprenant encore, on croise des berlines luxueuses, comme cette Mustang, cette BMW ou encore cette Tesla, une voiture à plus de 50 000 €. Comme beaucoup d'autres, ce cadre supérieur n'a pas été épargné par la crise. On est surpris parce que vous conduisez une Tesla. C'est pas n'importe quelle voiture. Et pourtant, vous venez ici, vous aussi. J'ai perdu mon travail. Qu'est-ce que vous faisiez? Je travaillais depuis 11 ans dans une entreprise d'import-export. Mais la société est en grande difficulté. Peut-être qu'ils me réembaucheront dans quelques mois, mais je n'ai aucune garantie. C'est très incertain. Rien qu'en Californie, au plus fort de la pandémie, 2,5 millions de travailleurs ont perdu leur emploi. Station numéro 3. Amy n'a jamais vu autant de bénéficiaires. Encore tout récemment, ces gens pouvaient payer le crédit de leur voiture. Ils pouvaient payer leur loyer, les factures de la maison. Mais maintenant, tout le monde a des difficultés. Amy est épaulée par une centaine de volontaires. Beaucoup d'entre eux se sont retrouvés au chômage à cause du Covid. Leslie était coach sportif. Aider les autres, ça me permet de me sentir bien. C'est vrai que tu fais ça depuis le début de la crise, toi. Comment est-ce possible? Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé qu'on se retrouve dans cette situation. On est en Amérique. Je suis en colère contre les gens de la Maison-Blanche. Je suis en colère parce qu'ils n'ont pas agi plus tôt et qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions. D'après l'organisation Feeding America, 1 Américain sur 6 pourrait tomber dans l'insécurité alimentaire d'ici la fin de l'année. Aux États-Unis, la pandémie a déjà fait plus de 200 000 morts. Elle a entraîné la pire récession qu'ait connue le pays depuis les années 30. Je demande aux Américains de se préparer pour les jours difficiles à venir. Après des années de croissance spectaculaire, cette crise économique sans précédent a pris l'Amérique de court. En quelques mois, le produit intérieur brut des États-Unis a enregistré une chute historique de 33%. Ne clôturez pas! New York et ses 8 millions d'habitants à l'arrêt. Las Vegas aux allures de ville fantôme. Usines fermées, centres commerciaux déserts, aéroports vides. Des géants américains comme Disney ou la compagnie American Airlines licencient des dizaines de milliers de salariés. Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle, redoute la crise sociale qui s'annonce. Ça suffit. Chaque jour, le bilan de la pandémie s'alourdit. Et tous les jours, des Américains se retrouvent au chômage et perdent espoir. En quelques mois, plus de 11 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Le gouvernement a débloqué des aides fédérales pour les chômeurs
$600 par semaine pendant 4 mois. Aujourd'hui, j'ai signé un plan d'aide de 320 milliards de dollars pour que les Américains puissent bénéficier du chômage partiel. Mais cela n'a pas empêché des millions de travailleurs de tomber dans la précarité. Marc et Séléné ont fermé leur restaurant du jour au lendemain à cause du Covid. Sans revenus ni assurance santé, ils ne savent pas comment payer les frais d'hospitalisation de leur fils. Pour soigner son bras, ça va nous coûter 11 000 $. Incapables de payer leur loyer, 40 millions de locataires sont menacés d'expulsion d'ici la fin de l'année. Je prononce l'expulsion. Kiersin guette chaque jour l'arrivée du shérif qui la jettera à la rue. Dehors. Vous êtes sur une propriété privée. Des familles de la classe moyenne se retrouvent sans toit. Steven et Anita gagnaient plus de 100 000 $ par an. Désormais, ils vivent dans leur voiture. On a étalé une vieille couverture de la maison et on empile nos vêtements en dessous. Même les millionnaires du pétrole sont touchés de plein fouet par la récession. Karl est contraint de vendre ses puits. À cause du Covid et de la chute de la consommation d'essence, c'est la pire crise qu'on ait jamais vue. En pleine pandémie, certains parviennent malgré tout à tirer leur épingle du jeu. Thomas et Arthur, 2 entrepreneurs français installés en Californie, se sont lancés dans la fabrication d'un masque antibactérien et anti-Covid. On a vendu des dizaines de milliers déjà. On fait à peu près du x3 en termes de volume de vente. À la veille de l'élection présidentielle, le rêve américain survivra-t-il à la crise ? Du Texas à la Californie en passant par les plaines du Midwest, voyage dans une Amérique au bord de la dépression. Dans le nord-ouest américain, le Wisconsin, surnommé la laiterie de l'Amérique. Mais ces derniers temps, ces fermes sont devenues l'un des symboles de la crise économique. Faute de demande, les prix du lait se sont effondrés. Pas une semaine sans qu'une exploitation ne fasse faillite. Ce matin, une vente aux enchères publiques est organisée dans cette ferme. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Venus des 4 coins du Wisconsin, une centaine de fermiers s'apprêtent à en découdre. Tout l'équipement laitier de cette exploitation est à vendre. Regardez bien, 7 $, 8 $. Des voisins curieux, mais aussi des propriétaires de grosses exploitations venus chasser les bonnes affaires. Aujourd'hui, on vous propose des accessoires pour les vaches. Parmi les lots les plus prisés, les engins agricoles. Ça, c'est un vieux camion, mais il a l'air solide. L'homme qui vend tout ce matériel, c'est Paul, le propriétaire de cette ferme familiale de 250 hectares. Avec la pandémie, ce fermier a perdu presque 40% de son revenu. Il a donc décidé d'arrêter son activité et de partir en retraite anticipée. Pourtant, avant le Covid, l'affaire était florissante. Paul employait 7 personnes. C'est ici qu'on trayait les vaches. Et produisait 20 000 litres de lait par jour. Mon père avait 20 vaches. Moi, j'en ai eu jusqu'à 450 qu'il fallait traire 3 fois par jour. Mais en mars dernier, le prix du lait s'est effondré. Avec le confinement, impossible d'écouler la production de la ferme. Mon lait servait à faire des pizzas. Il partait à New York, à Chicago. Mais ils ont fermé tous les restaurants. Ils n'avaient plus besoin de fromage et donc ils n'avaient plus besoin de mon lait. Alors le lait, je l'ai versé ici. J'ai jeté plus de 22 000 litres de lait. Il y en avait pour 9 000 $, partis en fumée, comme ça. Comme Paul, des milliers de fermiers américains ont jeté leur lait. Plus de 100 millions de litres auraient ainsi été déversés au mois d'avril. Aujourd'hui, voici à quoi ressemblent les tables de Paul. Le fermier a vendu ses 450 vaches. Les exploitants laitiers de la région étaient déjà touchés par une grave crise ces dernières années. Avant, il y avait des centaines d'exploitations laitières dans le comté. Maintenant, il n'y en a plus que 25. Notre comté était la capitale mondiale du lait. Ben, plus maintenant. Pour eux, le Covid a été le coup de grâce. Quand vous êtes payé 12 ou 13 $ le gallon et que ça coûte 17 $ à produire, vous savez que vous courez à la catastrophe. Paul mise gros sur cette vente aux enchères pour rembourser ses dettes. Hey, salut mec! Alors tu vas te faire beaucoup d'argent aujourd'hui? Oui, beaucoup d'argent. Je suis là pour faire monter les enchères. J'ai quelques beaux tracteurs à vendre.
Pour séduire les acheteurs, c'est Paul en personne qui fait la démonstration. Modèle Ford 1873, seulement 20 000 miles et entièrement retapé. Vous êtes prêts? Alors combien? Vous êtes prêts à payer? 8400. 8500. Les enchères démarrent bien. Adjugé à 8500 $ au numéro 113. C'est maintenant au tour de la pièce maîtresse. Un monstre à 6 roues, très prisé des fermiers. Les phares fonctionnent très bien. C'est la machine préférée de Paul. Mise à prix 40 000 $. 57 000, 58 000. Les prix grimpent très vite. 64 000, 65 000. Plusieurs acheteurs surenchérissent. Finalement, ce sont ces deux fermiers qui remportent l'enchère. Vendu à 65 000 $. Soit 25 000 de plus que le prix de départ. Tu l'as eu, mec. Bien joué. Numéro 115. Adjugé au numéro 115. À peine acheté, les nouveaux propriétaires repartent avec le tracteur. Paul aurait touché près de 300 000 $, juste de quoi rembourser ses dernières dettes. Ça s'est pas trop mal passé. Mais j'aurais aimé gagner plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça que ça marche, les ventes aux enchères. Un tiers des fermes indépendantes américaines pourraient faire faillite d'ici la fin de l'année. Face à la crise, ce sont les grosses exploitations laitières qui tirent leur épingle du jeu. À l'autre bout du pays, le Texas, le pays de l'or noir, subit lui aussi la crise économique de plein fouet. Avant la pandémie, ouvriers et techniciens débarquaient de tout le pays, attirés par l'argent du pétrole. Ces dernières années, la population de Midland avait augmenté de 30%. Avec ses 150 000 habitants, elle était devenue la capitale américaine de l'or noir. Mais désormais, Midland a des allures de ville fantôme. Plusieurs mois après le confinement, le centre-ville reste vide. Chantiers à l'arrêt, magasins et restaurants fermés, le Covid a paralysé toute l'économie locale. Pour ceux qui n'ont pas quitté la ville, les temps sont devenus difficiles. Comme Marc et Selene, deux restaurateurs d'origine mexicaine qui vivent dans cette maison avec leurs 6 enfants. Tu veux que je prépare la sauce? Attends, je vais mettre un peu d'oignon. Avant le Covid, le couple tenait un restaurant mexicain à Midland. Mais après seulement 6 mois d'ouverture, alors que les affaires commençaient tout juste à marcher, la pandémie les oblige à fermer leur établissement. Quelques semaines plus tard, ils se déclarent en faillite. On a d'abord fermé le restaurant. On s'est dit, c'est pas grave. On va continuer le service de traiteur à domicile. On pourra peut-être gagner 20, 25 000 $. On va s'en sortir. Mais à cause de la pandémie, tous nos clients ont annulé leurs commandes. Tous. En une semaine, ils ont tous annulé au dernier moment, les uns après les autres. On a pleuré, on s'est dit de quoi on va vivre. Depuis, tous les matins, Marc vérifie anxieusement ses mails. Il espère être appelé pour une prestation de traiteur. Mais en période de crise, Viens ici, mon grand. les réceptions se font rares. C'est pour eux qu'on continue à se battre. Marc et Selene vivent avec leurs 4 plus jeunes enfants. Les 2 aînés ne sont plus à la maison. Ce matin, seul Jesse s'est levé pour prendre le petit déjeuner avec ses parents. Tu veux dire la prière? Non? C'est moi? Okay. Heavenly Father, we thank you for the food. I ask, Lord, to bless it to our bodies and our bodies to service. Amen. Okay. Comme beaucoup, ils ont cru au rêve américain, la réussite par le travail. Leur ancien restaurant est situé près du centre-ville de Midland. Pour Marc et Selene, c'était le rêve de toute une vie. Ils y avaient investi 120 000 $, patiemment épargnés mois après mois. On a mis tout notre argent, mais aujourd'hui on n'a plus rien. Tout est parti en fumée. C'est comme quand on éteint la lumière d'un coup. Tac, la fête est finie. Du jour au lendemain, ils se retrouvent sans revenus. Un échec humiliant dont Marc a failli ne pas se relever.
C'est très difficile pour moi d'en parler, mais j'ai tenté de me suicider 3, 4 fois. Pour moi, il n'y avait plus d'espoir. Je pensais que ma famille se porterait mieux sans moi. Parce que c'est de ma faute si on est dans cette situation. Aux États-Unis, 20 000 restaurants ont déjà mis la clé sous la porte. Et pour les patrons en faillite, les conséquences s'étendent bien au-delà de leur entreprise. Marc et Séléné viennent de recevoir une lettre de leur propriétaire qui menace de les expulser. Ils ont 2 mois de loyer de retard, soit plus de 3 500 € d'arriérés. Tiens, regarde, on doit payer ça. Sur cette lettre, il y a écrit que si je ne paye pas ce montant d'ici 20 jours, alors nous serons mis à la porte. Il nous faut 6 000 $ par mois pour pouvoir nous nourrir, payer toutes nos factures, notre loyer. Pour le couple, la situation est critique. Alors Marc tente le tout pour le tout. Il lance un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Nous allons être expulsés dans 3 jours. Le Covid frappe l'ouest du Texas et c'est bien plus qu'une maladie. Que Dieu soit avec nous. Dans quelques jours, Marc saura si son appel a été entendu et si la famille pourra échapper à l'expulsion. Au début de la pandémie, la plupart des États ont mis en place un moratoire pour empêcher les locataires de finir à la rue. Mais depuis cet été, une dizaine d'États ont repris les expulsions. Comme ici dans l'Ohio, dans la ville de Columbus, le tribunal est submergé. Ils ont mis l'avis d'expulsion sur ma porte. Ils essaient de me mettre dehors. En pleine épidémie, 100 locataires par jour sont convoqués pour être expulsés. Tonika attend de passer devant le juge. Cette mère de famille doit 6 mois de loyer à son propriétaire, soit près de 5 000 €. Je travaillais dans une plateforme téléphonique. Quand la pandémie a frappé, le boulot s'est arrêté. Depuis 4 mois, j'appelle chaque jour l'agence pour l'emploi pour essayer d'obtenir de l'aide. Je déteste me retrouver dans cette situation. C'est horrible. Dans quelques minutes, Tonika devra plaider sa cause dans la salle d'audience. Sur le bureau du magistrat Gene Edwards, la pile de dossiers s'accumule. Il n'a que quelques minutes pour juger chaque cas. Est-il exact que le locataire n'a pas payé le loyer depuis le 9 juin ? Oui. Et est-il exact qu'il vit toujours à cette adresse ? Oui. Je prononce l'expulsion. Ici, la loi protège d'abord les propriétaires. Il ne faut que 10 jours pour se débarrasser d'un locataire. Considérant votre témoignage, je prononce l'expulsion. Merci. C'est au tour de Tonika d'être appelée à la barre. Au pupitre d'à côté, la propriétaire de son appartement, accompagnée de son avocat. Êtes-vous d'accord sur le fait que vous avez une dette envers la propriétaire ? Oui. Y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter ? Est-ce que je pourrais avoir 2 semaines supplémentaires ? Parce que maintenant, je travaille de la maison, donc j'ai besoin d'un endroit où vivre pour ne pas perdre mon nouveau travail. Et comme ça, je pourrais commencer à rembourser ce que je dois. Je leur ai donné 2 possibilités. La première, ils choisissent de vous expulser. Et dans ce cas, vous avez 5 jours pour quitter les lieux. Mais comme je l'ai dit, ils ne sont pas obligés de faire ça. L'autre possibilité, c'est qu'ils peuvent décider de négocier avec vous. Et ils peuvent même le faire ici, ce matin. On est d'accord. Ils me confirment qu'ils sont d'accord pour négocier. Mais c'est à vous de trouver une solution avec eux. Parce qu'à partir de maintenant, c'est entièrement de leur ressort. Le magistrat propose aux 2 parties un accord à l'amiable. Dans l'enceinte du tribunal, les locataires peuvent faire appel à des associations financées par des fonds publics et des dons privés. Les Américains sont généreux. Ils donnent plus d'1 milliard de $ par jour aux œuvres caritatives. Est-ce que vous avez de l'argent ? Non, juste 2 $ pour payer le bus. Tonika est reçue par un travailleur social. Sa propriétaire la rejoint. La responsable de l'association peut proposer à la locataire un relogement ou une aide financière. Pour Tonika, c'est sa dernière chance. Vous devez lister ici tout ce qu'elle vous doit.
L'assistante sociale et la propriétaire font leurs calculs. Au bout de quelques minutes, un accord est trouvé. L'association va prendre en charge la majeure partie des arriérés de loyer de Tonika. Vous n'avez plus qu'à payer $852. On va même régler pour vous le loyer du mois prochain. Tonika n'en revient pas. Elle vient d'éviter l'expulsion, un miracle. La propriétaire est elle aussi soulagée. Les locataires ont besoin d'un endroit pour vivre, mais les propriétaires ont aussi besoin de leur argent. C'est ma locataire depuis longtemps, elle a retrouvé du travail et je sais que quand elle travaille, elle paie son loyer. Avec l'argent de l'association, elle va pouvoir rester dans l'appartement. C'est un nouveau départ pour Tonika. Ce matin, j'étais dans une impasse. J'ai médité, j'ai prié, j'ai bu mon jus de fruits en me disant « Je vais aller au tribunal et on verra bien ce qui se passe ». Et je suis tellement contente d'être venue ici. Ce jour-là, 32 expulsions seront ordonnées par le juge et 15 cas seront réglés à l'amiable. Sur les 108 millions de locataires que compte l'Amérique, 40 millions seraient menacés d'expulsion d'ici la fin de l'année. Dans l'État voisin du Missouri, à Kansas City, des Américains sont jetés à la rue, presque du jour au lendemain. Kirsten vient de recevoir un avis d'expulsion. Désemparée, la jeune femme a alerté les médias locaux sur sa situation. Il faut que tu éclaires de ce côté-là. En témoignant devant les caméras, elle espère retarder l'arrivée du shérif qui doit la mettre dehors. Vous viviez une vie normale, alors qu'est-ce qui s'est passé? À cause du Covid, Kirsten a perdu son emploi d'assistante dans le BTP. Elle a retrouvé un travail de caissière payé $800 par mois. Même pas de quoi régler ses $1 200 de loyer. Je n'ai pas de famille ou d'amis qui puissent m'aider. Est-ce que quelqu'un pourrait me sortir de cette situation? C'est un peu trop tard, je crois désormais. La jeune femme n'a pas payé son loyer depuis 2 mois. Le juge lui a donné 10 jours pour quitter les lieux. Au 13e jour, elle rassemble ses dernières affaires. Je me prépare à devenir SDF. Ça, ce sont mes affaires de toilette. J'ai ici le nécessaire si je dois me réfugier dans un centre d'hébergement, si j'ai besoin de prendre une douche, chez des amis ou bien de laver mes vêtements. Kirsten vivait dans cette maison avec ses 2 filles. Pour leur éviter d'assister à l'expulsion, elle a confié ses enfants à son ex-mari. Dans leur ancienne chambre, elle enlève les derniers souvenirs. C'est tout ce qui reste. Un manteau trop petit et des jouets cassés. La jeune femme va déposer ses dernières affaires dans un garde-meuble, à quelques kilomètres de là. Elle paye ce local $115 par mois, une solution qu'elle espère provisoire. Il y a toute ma vie ici. Là, j'ai gardé ce dont je pourrais avoir besoin dans ma nouvelle vie. Des manteaux s'il commence à faire froid. Des outils si j'ai un souci avec ma voiture. Des vêtements pour les enfants. Je me rappelle même pas ce qu'il y a là-dedans. Ah si, c'est des vêtements pour enfants et des chaussures. Kirsten est désormais fichée comme mauvais payeur. Avec cette expulsion, elle va être considérée comme une paria pendant des années. Dans le Missouri, après une expulsion, vous êtes inscrit sur un fichier pendant 7 ans. Quand vous êtes sur ce fichier, la plupart des propriétaires ne veulent pas entendre parler de vous. En attendant, ce soir, la jeune femme ne dormira pas dans la rue. C'est une nuit de répit pour Kirsten. Mais ce sera la dernière. Le lendemain matin, une voiture est garée devant la maison. C'est celle du shérif. Qu'est-ce qui se passe? Contactée par Kirsten, la responsable d'une association de défense des locataires arrive à son tour. Elle filme l'expulsion à l'aide de son téléphone portable. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là pour expulser la locataire? Oui, je vais l'expulser. Kirsten n'a plus le choix. Elle doit quitter les lieux au plus vite avec ses dernières affaires. Ça semble très violent de mettre des gens à la rue en plein milieu d'une pandémie. J'ai pas le droit de m'exprimer.
Ça doit être dur, votre boulot. Ce n'est pas facile, et je n'aime pas faire ça. Le propriétaire a envoyé un serrurier. L'homme est armé. Il n'a aucun état d'âme. Elle n'a pas payé son loyer. Elle s'attend à aller où? Là où elle pourra arnaquer quelqu'un d'autre? Mais elle a perdu son travail. Je vous parie qu'à l'intérieur, il y a un écran plat tout neuf. Et c'est là où part son argent. Dans tous les logements où on expulse, il y a un écran plat tout neuf. C'est à ça que leur sert l'allocation chômage. Ça ne sert pas à payer le loyer ni à se nourrir. Elle sert à acheter des écrans plats. Je n'ai aucune pitié pour ces gens-là. Les dernières minutes laissées à Kirstine sont écoulées. Le serrurier rentre dans la maison pour en chasser la locataire. Vous avez votre téléphone? Oui, j'ai mon téléphone. Et votre climatiseur? Et mon climatiseur aussi. Merci. Dehors. Vous êtes sur une propriété privée. Ne me stressez pas. Je pense que j'en ai eu assez, là. Bonne journée. Vous aussi. Allez expulser d'autres gens. Elle doit partir. Un point, c'est tout. Grâce à l'association, Kirstine va être relogée à l'hôtel le temps de trouver une place dans un centre d'hébergement d'urgence. Depuis notre tournage, le président américain Donald Trump a suspendu les expulsions, mais elles devraient reprendre dès la fin de l'année. La crise sanitaire n'a pas seulement frappé la classe moyenne américaine. Au Texas, elle fait même trembler les pétroliers. Les géants comme Shell ou Exxon, mais aussi les producteurs indépendants qui représentent 83% de la production de pétrole américain. Carl Beach a 67 ans. L'or noir, c'est toute sa vie. Ça fait 3 générations que ma famille travaille dans le pétrole. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'allais sur les champs de pétrole avec mon père. J'ai commencé mes premiers forages et j'ai développé l'affaire familiale. On est établi dans la région depuis très longtemps. En tout, on a entre 150 et 200 puits. Avions cloués au sol, trafic routier au ralenti, la pandémie a fait chuter la demande en énergie. En avril dernier, le prix du baril est tombé à son niveau le plus bas jamais atteint. Carl a alors dû fermer la totalité de ses puits, du jamais vu de sa vie de Texan. L'OPEP avait déjà décidé une baisse des prix du pétrole et ça avait fait chuter le marché. Avec le Covid, la demande en carburant s'est carrément effondrée. En quelques mois, le baril est passé de 70 à $0. On n'avait jamais vu ça. Mais Carl ne peut pas laisser son activité pétrolière à l'arrêt pendant trop longtemps. S'il n'est pas utilisé, le matériel d'extraction se détériore. Alors, il a rouvert une partie de ses puits. Vous êtes en train de forer? Oui, on a commencé. Carl rejoint Walker, son associé sur le terrain. La production est vraiment à la baisse. En fait, on maintient juste la production au minimum pour pouvoir garder notre permis d'exploitation. Chez les petits producteurs comme Carl, le pétrole est toujours extrait à l'ancienne. Franchement, rien n'a changé dans ce business. On utilise la même méthode d'extraction que dans les années 70. Ça coûte combien de forer un puits avec cet équipement? Ça a coûté environ $65 000. Avant la pandémie, cette entreprise produisait 500 barils par jour. Depuis, elle est quasiment à l'arrêt. Carl et Walker ont dû licencier presque tous leurs employés. Au Texas, 100 000 travailleurs du pétrole ont perdu leur emploi. Avant, on avait 15 employés. On a licencié la plupart d'entre eux et on n'en a plus que 4. Cette équipe-là, ce sont des sous-traitants qui sont payés à la journée. Il n'est pas question d'embaucher en ce moment. Je ne peux vraiment pas me permettre de payer des salaires en plus. Le jour du tournage, le prix du baril est remonté à $37. Mais pour une production rentable, l'or noir américain doit atteindre environ $50 le baril. Alors en attendant des jours meilleurs, Carl et son associé stockent le pétrole dans ses cuves. On ne gagne pas d'argent en ce moment.
On ne veut pas vendre à perte, donc on prie pour que les prix remontent. Et en attendant, on stocke notre pétrole dans des réservoirs. L'argent du pétrole a fait du Texas la deuxième économie du pays. Les banlieues chics se sont multipliées un peu partout dans cet État américain. Comme ici, au nord de la ville de San Antonio. C'est dans cette maison cossue que vivent Carl et sa femme. Ce soir, le couple a invité ses voisins à boire un verre. On allait souvent en vacances au Nouveau-Mexique avant la crise. Où ça, au Nouveau-Mexique? À Santa Fe et à Tallahassee. Ah oui, je vois. En attendant les prochaines vacances, ces Texans savent prendre du bon temps. Allez, goûte-moi ça. C'est délicieux. Mais très vite, le business revient dans la conversation. J'aimerais me concentrer sur le gaz naturel. On peut se faire plein d'argent avec ça. D'après les investisseurs, on peut gagner $1 million en moins de 5 ans. Carl travaille en ce moment sur un très gros projet de gaz liquéfié. Mais les élections américaines pourraient bien faire tout échouer. Les investisseurs ont peur. Ils attendent le résultat de l'élection. Si Joe Biden est élu, je risque de les perdre. Pour ces républicains dans l'âme, le choix du candidat est déjà fait. Qui accepterait d'être président des États-Unis aujourd'hui? C'est le pire des boulots. Moi, à sa place, j'aurais déjà laissé tomber. Ah, c'est sûr. Il adore son pays, sinon jamais il ne se démènerait comme ça. Si Trump remporte l'élection, l'économie va vite se relever. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait. Pour le moment, ce qui inquiète Carl, c'est le prix du baril de pétrole, encore bien trop bas pour lui. Le producteur perd environ $10 000 par mois. Alors ce Texan pense à vendre une partie de ses puits. Ce matin, bonjour. Il a rendez-vous avec un trader pour savoir combien il peut en tirer. Où sont situés vos puits? Une décision difficile pour Carl. Dans sa famille, on n'a jamais vendu un seul puits de pétrole. Et avec la pandémie, le marché n'est pas propice aux affaires. Je pense que mes puits ont perdu 50% de leur valeur aujourd'hui. On a dépensé plus de $2 millions dans ces puits. Et si on arrive à obtenir la moitié de ce qu'on a investi, on aura beaucoup de chance. Le Covid a été brutal pour l'industrie du pétrole. Cette crise a vraiment impacté toute la chaîne, des producteurs jusqu'aux fournisseurs. Carl finira par vendre 48 puits pour près d'$1 million. De quoi avoir malgré tout de beaux jours devant lui. Plus au nord, dans le Texas, retour à Midland. Mark et Séléné recherchent toujours du travail pour payer leur loyer. Mais un accident va compliquer encore un peu plus leur situation. Leur fils, âgé de 6 ans, Comment va ton bras, mon grand? s'est cassé le coude la veille en jouant au basket. N'oublie pas, tu dois garder ton bras levé. Jesse doit se faire opérer dans 4 jours. Quand j'ai su qu'il s'était cassé le bras, je me suis dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Aux États-Unis, il n'existe pas de sécurité sociale pour tous comme en France. Nous n'avons plus d'assurance santé. Quand notre restaurant a fermé, on a tout perdu, y compris notre assurance. Comment vous allez faire pour payer l'opération? Voilà ce qu'on a pour le moment. C'est tout ce qu'on a. Une église nous a donné cet argent pour nous aider à payer nos factures. Il y a $400. Mais pour soigner son bras, il faut $11 000. Donc on va devoir faire des paiements échelonnés. Comment vous allez faire? Je ne sais pas. Ça va nous prendre peut-être 4 ans pour tout payer. À moins qu'on ait plein de commandes, que l'on retrouve vite du travail. Allez, je vais aller payer le docteur. Ça va aller, mon grand. Mark se rend à la clinique pour tenter de négocier les frais d'hospitalisation. Aux États-Unis, un travailleur sur 2 est couvert par une assurance de santé privée, financée par son employeur. Alors, lorsque des millions d'Américains se sont retrouvés au chômage, ils ont perdu leur couverture maladie du jour au lendemain. Dans les hôpitaux américains, il est courant de négocier les tarifs. Vous avez un service de traiteur? Oui.
Mais on a perdu 60 000 $ ces derniers mois, parce que nos clients ont tous annulé à cause du Covid. À la sortie de la clinique, la négociation de Mark n'a pas vraiment progressé. Ils ne m'ont pas dit combien j'allais devoir payer. Mais le premier montant qu'ils m'ont annoncé, c'est 11 000 $. J'espère qu'ils vont baisser un peu la facture. Il faut que je les rappelle aujourd'hui pour négocier. Et comme ça, je saurai enfin combien ça va me coûter. C'est comme ça que ça marche quand vous n'avez pas d'assurance. Vous pouvez aussi vous passer de l'hôpital, vivre avec vos blessures. Beaucoup de gens font ça. Mais c'est mon fils, il faut qu'on le soigne. Aux États-Unis, le système de santé est l'un des plus chers au monde. Mark en sait quelque chose. Il s'est blessé à la clavicule il y a 1 an, dans un accident de voiture. Devant le prix de l'opération, il a renoncé à se faire soigner. Mon épaule ici, elle est cassée. Elle s'est disloquée. Mais je peux rien y faire. À moins que je trouve de l'argent quelque part, que j'aille au Mexique et que je paye 2 ou 3 000 $. Mais ici, l'hospitalisation, ça coûterait 15 000 $. Si je veux une assurance santé pour ma famille, c'est 1 500 $. 1 500 $ par mois. On mourrait sûrement avant de pouvoir se la payer. 28 millions d'Américains, soit près de 10% de la population, n'ont pas de couverture médicale. Mark, lui, n'a pas le choix. Il devra s'endetter pour soigner son fils. Quelques jours plus tard, l'avenir s'éclaircit enfin pour Mark et ses l'aîné. Assieds-toi bien, mon grand. La première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est préparer la viande. Après plusieurs mois d'inactivité, ils ont été appelés pour faire un service de traiteur. C'est une de leurs amies qui organise une petite fête. Alors pour donner un coup de main au couple, elle les a embauchés pour la soirée. La maîtresse de maison, c'est elle. Bonjour. Myriam, 38 ans. Salut Marc, j'ai ramené les pommes de terre. La jeune femme gère une société de climatisation. C'est la première fête qu'elle organise chez elle depuis la fin du confinement. On a l'habitude d'organiser des fêtes ici. Marc a toujours fait le traiteur pour chacune de nos soirées. On a même eu jusqu'à 50 personnes pour la naissance d'un bébé. Oui, c'était la plus grosse fête. Ah oui, la naissance du bébé, on a eu beaucoup de monde. Dernier préparatif avant le début de la soirée. Mais Marc s'inquiète surtout pour les enfants. Amusez-vous bien, mais surtout ne vous blessez pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les premiers invités arrivent. Salut. Bonjour. T'es belle. Tu travailles à Midland? Oui. C'est moi qui ai installé la climatisation dans ce bureau. Au menu, buffet mexicain et un peu d'alcool. Le mari de Myriam, Tim, vient lui donner un dernier coup de main. J'avais besoin de tes muscles, chérie. Ce Texan a fait fortune dans le pétrole. Sur les murs du salon, il a accroché ses trophées de chasse. Mais ce riche propriétaire a une autre passion. Dans la pièce d'à côté, il a entreposé ses voitures de collection. Ferrari, Corvette, Plymouth, des joujoux de luxe que Tim adore montrer à ses invités. T'as 1500 chevaux de puissance. La question, c'est qu'est-ce que tu en fais? Je me suis fait carrément arrêter avec ce bolide. La première fois que je l'ai sorti, j'ai terminé avec 5 voitures du shérif derrière moi. J'ai un ami qui adore les voitures, il serait fou de voir ça. Si l'on ne craint pas d'afficher sa réussite au Texas, on sait aussi se montrer très généreux. Suite à l'appel à l'aide de Marc sur les réseaux sociaux, Myriam avait organisé une collecte de fonds. Elle profite de la soirée pour dévoiler au couple le montant de la cagnotte. Marc, je n'en reviens pas. Marc, la cagnotte a super bien marché. On a collecté 6 546 $. Je ne m'attendais pas du tout à ça. L'équivalent de 5 500 €, avec en plus 500 € pour le service de traiteur. Une somme inespérée.
Avec ça, on va pouvoir payer notre loyer et éviter l'expulsion. Cette aide, c'est énorme. On est vraiment très reconnaissants. Il y a beaucoup de gens qui ont participé. Merci à toi surtout. Aux États-Unis, les collectes liées au Covid ont permis de rassembler 625 millions de dollars depuis le début de la pandémie. La plupart en faveur d'entreprises familiales, comme celle de Marc et Séléné. Si la crise sanitaire a laissé de nombreux Américains sur le carreau, pour d'autres, le Covid a été l'occasion de faire des affaires. À 2500 km de là, la Californie. Ici règne un semblant de vie normale, même si le port du masque reste obligatoire. À Los Angeles, certains entrepreneurs ont profité de la crise pour fabriquer des produits anti-Covid. Cet après-midi, Thomas, un Français de 29 ans, se rend à son atelier de production. On arrive à Fashion District. Tout le monde est rassemblé ici. Il y a à la fois des usines, il y a des fournisseurs de tissus, de fils, tout ce dont tu as besoin pour faire des vêtements. Thomas a lancé sa start-up en 2016. Son créneau, les vêtements contre les ondes générées par les téléphones portables. Avec l'arrivée du Covid, il a eu l'idée de fabriquer des masques qui protègent aussi du virus. À l'usine, Thomas vérifie la qualité de ses produits auprès du responsable. Ouais, celui-là a l'air très bien. Aux États-Unis et à Los Angeles, tout le monde était en pénurie de masques. Donc on s'est dit, tiens, on a une technologie qui peut s'appliquer aux masques. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, pourquoi pas adapter notre tissu pour faire des masques. Et donc avec cette doublure en fil d'argent qui est antibactérienne, antivirale, on a vendu des dizaines de milliers déjà. On est quasiment, si on compare pré-Covid et post, je ne sais pas si on peut dire post-Covid, mais en tout cas après le début de l'épidémie, on fait à peu près du x3 en termes de volume de vente chez nous. Le boom des ventes est tel que l'atelier manque de main-d'œuvre. La production a augmenté de 68%. Faire du commerce avec la Chine, c'est devenu risqué. Alors les entreprises privilégient les productions locales. C'est pour ça que notre activité est en hausse depuis l'arrivée du Covid. Prix de ce masque anti-ondes, environ 20 €. Le jeune entrepreneur repart avec les stocks du jour. Donc là, il y en a combien? J'en ai mis 250. Vous en aurez d'autres demain. Ok, super. Tu pourras les livrer à Santa Monica? Oui, je passerai à Santa Monica demain matin. Super, merci. Bonne journée. Bonne journée. À quelques kilomètres de là, la ville de Santa Monica. C'est ici que se trouvent les bureaux de la start-up française. Depuis quelques mois, l'ambiance au travail n'est plus tout à fait la même. Il n'y a personne ici? Non, c'est totalement vide. Les 4 étages du building sont vides. Tous les bureaux sont fermés en ce moment en Californie. Et donc nous, comme on fait des produits contre le Covid, on a le droit de venir travailler au bureau. Mais tous les autres, ils travaillent de la maison. L'immeuble regroupe une vingtaine de start-up américaines. Un espace de bureau partagé où travaillaient plus d'une centaine de personnes avant le Covid. Thomas et son associé Arthur se sont installés en Californie il y a 2 ans et ils ont très vite rencontré le succès chez les consommateurs américains. C'était important qu'on puisse bien communiquer avec les ventes qui explosent en ce moment. Là-dessus, on est bon, on va être prêt à lancer cette semaine. Super. Pour eux, l'aventure a commencé avec ce caleçon anti-ondes. J'imagine que comme la majorité des hommes, tu as ton téléphone tout le temps sur toi. Donc on a maillé du fil d'argent avec du coton et ça nous permet de recréer le même principe qu'un bouclier électromagnétique. Et donc avec ça, on est capable de bloquer 99% des ondes, téléphone portable, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Donc avec ça, tu gardes ton téléphone dans ta poche et tu sais que tes précieuses sont protégées. Caleçons, bonnets, t-shirts, leurs vêtements font un carton. Et à en croire leur actionnaire américain, salut James. Leur petite entreprise pourrait les emmener très loin. Arthur doit lui faire un point sur les ventes. Depuis le début de l'année, on a multiplié nos ventes par 8. C'est un peu dingue. James a investi beaucoup d'argent dans l'entreprise de Thomas et Arthur.
Et vu le niveau des ventes pendant le Covid, ils ne regrettent pas d'avoir misé sur leur start-up. C'est intéressant de voir qu'il y a vraiment des gagnants et des perdants en ce moment. Le commerce en ligne se porte relativement bien depuis la crise. Alors quand tu mélanges commerce en ligne et santé, les résultats sont vraiment spectaculaires. Et nous, on investit uniquement dans des business qui peuvent rapporter plusieurs millions de dollars. On pense que demain, les vêtements qui te protègent au quotidien seront les vêtements que tu porteras, tout comme quand tu rentres dans une voiture, tu mets ta ceinture de sécurité. Merci James. Bonne journée. Mais dans la riche Californie, tout le monde ne fait pas fortune. Avec la crise sanitaire, les sans-abri sont de plus en plus nombreux sur les trottoirs des grandes villes. Au pied des buildings, dans les parcs, la misère s'affiche partout. L'État californien compte déjà 150 000 SDF. Ce nombre pourrait augmenter de 30%. Désormais, même des familles de la classe moyenne se retrouvent à la rue. Dans la ville de San Diego, ceux qui ont une voiture ont encore un toit et peuvent passer la nuit sur des parkings sécurisés. Descends, Tucker. C'est la 5e nuit sur ce parking pour Steven, Anita et leur chien Tucker. Il y a tellement de gens qui dorment dans la rue ici à San Diego et partout aux États-Unis. Nous, on a vraiment de la chance d'avoir un véhicule. C'est notre maison désormais. Steven était commercial. Dans sa vie d'avant, il gagnait jusqu'à 100 000 $ par an grâce à ses commissions. Anita, elle, travaillait dans un institut de sondage. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes nouveau ici? Non, c'est notre 5e nuit. Vous venez d'un autre État? On vient de San Diego. Moi aussi, et regardez où on a fini. À cause du Covid, Anita et Steven ont perdu leur emploi et leur logement. Après 3 mois passés à l'hôtel, ils ont épuisé leurs économies. Leur ancienne vie, ils la transportent désormais sur le toit de leur voiture. Ça, ce sont mes vrais vêtements. Quelques cravates. Avant, je rentrais chez moi dans une maison. Je n'ai jamais dormi sur un parking. Et on espère qu'on va se remettre sur pied. Qui sait? Ça pourrait arriver très bientôt. Ce parking est ouvert gratuitement la nuit pour accueillir les familles récemment jetées à la rue. Il est géré par une association qui paye un gardien et l'entretien des sanitaires. On y trouve une douche, des toilettes, mais aussi de quoi conserver des provisions. Ici, vous pouvez stocker de la nourriture congelée. Il y a des glaçons aussi si vous avez besoin. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans ce frigo. Il faut juste mettre son nom sur les produits. À l'extérieur, un espace permet aux sans-abri de cuisiner sur place. Anita et Steven ne sont pas les seuls à avoir été précipités dans la rue par l'épidémie. Milo était propriétaire d'un club de boxe qui a fermé à cause du Covid. Je me sens plus en sécurité ici. Il y a un gardien, des toilettes, des douches. C'est vraiment très pratique. Même s'il vit dans sa voiture, Steven n'oublie pas ses petits plaisirs d'avant. Pas question de manquer un match de son équipe préférée. Ce soir, une vingtaine de personnes vont passer la nuit sur ce parking. D'autres voitures arrivent jusque tard dans la soirée. Le lendemain, au premier rayon du soleil, le couple est déjà debout. Il est 7 heures du matin. Anita et Steven sont les derniers à quitter les lieux. Au revoir. Merci, bonne journée. Même s'ils n'ont pas de travail pour le moment, le couple espère toujours trouver un logement. Tous les jours, ils rêvent d'un appartement en regardant les offres sur Internet. Mais les loyers sont beaucoup trop chers. Tu as vu celui-là? Une chambre, un lit, 1 200 $. Ouais. C'est un studio. Quand je travaillais, je gagnais 6 000 ou 7 000 $ par mois. Ce logement, il ne coûte que 1 200 $, mais je ne peux même plus me le payer.
C'est ça ma nouvelle vie. 1200 $, c'est le montant de l'aide que le couple reçoit de l'État chaque mois. Une allocation débloquée depuis la crise du Covid, mais qui ne suffit même pas à payer le loyer d'un studio en Californie. Et depuis qu'ils sont en retard sur leurs factures, plus question de compter sur les banques pour leur prêter de l'argent. Et il y a une chose très importante aux États-Unis, c'est le credit score. Le credit score montre ta capacité à payer tes crédits en temps et en heure chaque mois. Plus tu es bon payeur, plus le chiffre de ton credit score augmente au fil des ans. Et plus les organismes de crédit te font confiance. Mais quand tu rates une échéance, alors c'est inscrit sur ton credit score qui diminue. Et là, tu te retrouves dans une sale situation, car plus personne ne veut t'accorder de crédit et tu ne peux plus rien acheter. Un système implacable qui n'a même pas été assoupli pendant la crise. Pour oublier leurs difficultés, Anita et Steven passent leur journée à se promener, au bord de la plage, l'un des rares endroits où l'on peut rester sans payer. Le couple veut croire en des jours meilleurs. Le capitalisme, ça marche. On l'a vu dans le passé. Le rêve américain, c'est le capitalisme. C'est avoir ta part du gâteau. On ne pourra jamais tuer le rêve américain. Depuis notre tournage, Steve et Anita ont retrouvé un emploi. Ils travaillent pour la campagne présidentielle de Donald Trump et vendent des objets à l'effigie du président. Mais ils sont toujours à la recherche d'un logement.